Bonjour à tous, merci de votre fidélité. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons ce dimanche pour la seconde partie des émissions que nous consacrons aux ascètes de forêt dans la tradition bouddhique. Nous avons pu voir la semaine dernière qui étaient ces ascètes de forêt. Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui comment cette tradition a perduré au fil des siècles et de quelle manière elle a pu initier des évolutions, voire même des réformes importantes dans l'histoire du bouddhisme. Comment cela s'est-il déroulé? Quel a été le rôle de ce mouvement dans l'émergence de l'école Mahayana, du tantrisme ou encore de l'école Chan? Quelle est leur place aujourd'hui dans le bouddhisme? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Université bouddhique européenne, que vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Theravada et que vous travaillez essentiellement sur l'Inde ancienne. Alors, pour débuter cette émission, j'aimerais que l'on apporte d'emblée une précision sur deux termes que l'on confond très souvent, qui sont les moines de forêt et les ascètes de forêt. Alors, quelle est la différence, Dominique Trottignon? Alors, les moines de forêt, c'est un mouvement relativement récent dans l'histoire du bouddhisme Theravada, en Asie du Sud-Est, qui a dû réapparaître au XVIIIe, XIXe siècle. Ce sont des moines, dont l'origine était plutôt citadine, qui ont décidé de revenir à un mode de vie plus proche de celui du Bouddha en s'isolant dans des monastères en forêt. Mais pour autant, ils restent des moines, c'est-à-dire qu'ils continuent d'observer strictement la règle, les 227 règles du Vinaya, le code monastique. Alors que les ascètes, c'est un mouvement de personnes qui est en dehors du circuit monastique, qui ne respecte pas les règles monastiques, qui vit en petits groupes et pas en communauté, voire en ermite, en solitaire. Donc c'est vraiment deux choses différentes du point de vue de l'institution bouddhique. Alors, vous dites que ce mouvement des moines de forêt est relativement récent. Qu'est-ce qu'il en est de celui des ascètes, aujourd'hui notamment? Alors, c'est un mouvement qu'on suit à travers toute l'histoire du bouddhisme sans arriver à savoir, en fait, si c'est un mouvement continu ou si c'est un mouvement qui réapparaît de façon régulière. Donc, comme la littérature, généralement, elle est rédigée par les moines, ils ne font état des ascètes que quand ils sont en conflit avec eux. Et donc quand le mouvement des ascètes réapparaît de façon un peu plus visible. Mais sinon, pour le reste, il reste très invisible. Alors justement, quel est le premier épisode qui met face à face ces moines et ces ascètes? Alors le premier épisode historique, où à peu près toutes les traditions bouddhiques sont d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est ce qu'on appelle le deuxième concile de Vesali. C'est un événement qui s'est produit à peu près un siècle après la disparition du Bouddha et qui met en scène justement des moines vivant dans la ville et un moine itinérant, donc plus proche des ascètes de forêt, qui en arrivant dans cette ville constate que les moines acceptent de recevoir en offrande de l'or et de l'argent. Et il considère que c'est tout à fait en désaccord avec l'idéal que le Bouddha préconisait. Il va faire une sorte de campagne dans différentes régions de l'Inde pour faire venir à Vesali des représentants de la tradition plutôt ascétique pour condamner ces moines qui vivent de façon trop proche des laïcs en acceptant de l'or et de l'argent. Donc ce qui est intéressant, c'est que cet événement-là montre qu'un siècle après la vie du Bouddha, les moines des villes étaient minoritaires et représentaient finalement une exception. Alors qu'un petit peu plus tard, on va avoir une référence dans les textes qui montre au contraire que les moines vont avoir pris la majorité, vont être devenus majoritaires. Et c'est à travers une histoire qui a été réécrite finalement, où on va évoquer un personnage très, très étonnant dans l'histoire de la biographie du Bouddha, qui est son méchant cousin, Devadatta, dont le nom peut être traduit par Dieu donné, ou donne à Dieu, ce qu'on veut. Et il est présenté comme un ascète qui veut justement imposer aux moines le mode de vie des ascètes, c'est-à-dire ne se nourrir que d'aumônes, vivre dans la forêt, s'habiller uniquement avec des haillons, ne jamais recevoir de tissus neufs, etc. Et dans cette anecdote, les moines font dire au Bouddha qu'il refuse d'imposer ce mode de vie à l'ensemble de ses disciples et qu'il accepte simplement que quelques moines, de temps en temps, de façon très épisodique et dans des circonstances bien précises, peuvent parfois aller jusqu'à pratiquer cette ascèse-là.
Donc là, il y a vraiment un conflit qui, petit à petit, on voit que les ascètes étaient majoritaires et ils deviennent minoritaires et la littérature en rend très bien compte. Alors passons à la seconde étape, si je puis dire, qui donne naissance ou qui contribue à la naissance du grand véhicule, le Mahayana. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors ça, c'est justement l'intérêt des découvertes qu'on a fait dans les années 30, mais des textes qui ont été publiés que dans les années 70-80. Donc on en parle vraiment maintenant, mais c'est très récemment qu'on prend conscience de l'importance de ce mouvement ascétique dans l'origine du Mahayana. Parce qu'au départ, ce que l'on voyait dans le Mahayana, c'était des grands textes qui venaient des monastères. Mais on a découvert des textes qu'on appelle pré-mayaniques ou proto-mayaniques qui montrent en fait que 2 siècles avant, ceux qui vont prôner la voie du bodhisattva, ceux qui vont prôner le grand véhicule, quand ils emploient ces expressions-là, évoquent justement la voie ascétique. Et c'est une sorte de critique qui peut être parfois très acerbe contre le milieu monastique qui oublie l'idéal de la vie de forêt, qui devient un propriétaire terrien, qui devient un usurier, qui possède des villages, qui s'occupe d'agriculture, etc., qui s'occupe beaucoup de rituels et qui oublie la pratique de la méditation. Et donc ces premiers textes du Mahayana, en fait, essayent de réformer le mouvement monastique par un retour à la vie ascétique. Et donc la vie ascétique est leur modèle au départ. Et d'ailleurs, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cette critique va se propager en dehors de l'Inde. Comme les moines et les ascètes sont un peu en conflit, effectivement, les ascètes, eux, sont itinérants, donc ils bougent beaucoup. Ouais. Ils vont beaucoup contribuer à la diffusion du bouddhisme, mais surtout du Mahayana. Et donc aux alentours de l'ère chrétienne. Et on les voit aussi bien en Asie centrale qu'en Asie du Sud, c'est-à-dire notamment dans l'île de Ceylan, ou en Asie du Sud-Est, en Birmanie, etc. On les retrouve un peu partout dans tout ce qui va devenir le monde bouddhiste. Alors, Dominique Trottignon, cette critique va se perpétuer en dehors de l'Inde, notamment à Ceylan. Alors Ceylan, effectivement, nous donne plusieurs indications intéressantes sur l'histoire des ascètes. Parce qu'au début de l'ère chrétienne, les Singhalais vont décider de mettre toutes les écritures, tous les enseignements du Bouddha par écrit. C'est la première mise par écrit. Et à l'occasion de cet événement-là, on voit une scission de la communauté. Il y a une partie des disciples qui refusent de devenir des intellectuels et qui décident de partir dans la forêt et de perpétuer justement la tradition des ascètes de forêt. Alors, comme ce sont les moines qui rédigent les textes, il ne va pas souvent être question des ascètes. Mais on va les voir réapparaître dans l'histoire quand il va y avoir des confrontations. Ou alors quand ce mouvement est devenu si populaire, il reçoit tellement d'offrandes que finalement ils vont recevoir de l'argent assez pour construire eux-mêmes un monastère. Mais alors, ce qui est intéressant, ce qui est amusant, c'est qu'ils, pour bien marquer leur différence avec les moines des villes, ils vont décider, ils ont accepté qu'on fasse des sculptures dans leur monastère, mais dans un seul endroit de ce monastère bien précis, c'est les latrines. Ah oui. Donc même en adoptant ce mode de vie monastique, ils continuent d'être très critiques vis-à-vis des autres moines qui, eux, avaient des bâtiments extrêmement surchargés de décoration. Alors, on vient de le voir avec le royaume de Ceylan, mais finalement, cette critique se perpétue aussi en Asie centrale. Alors, comment ça se passe dans cette ère géographique, Dominique Trottignon? Alors, en Asie centrale, les premiers à avoir diffusé le bouddhisme relèvent vraisemblablement justement de ces ancêtres du Mahayana. On a plusieurs mouvements de diffusion. On a des grands monastères qui vont devenir justement des grandes propriétés terriennes, mais on a aussi ces mouvements ascétiques qui se diffusent et qui vont aller jusqu'en Chine, où là, ils vont rencontrer beaucoup de succès. Et entre les deux, on voit passer, on a quelques mentions de passage de ces ascètes et de ces méditants surtout, qui sont très appréciés des rois, comme on l'avait dit la semaine dernière, parce que cette méditation est censée leur procurer des pouvoirs. Et les rois demandent à ces ascètes de venir dans leur royaume en espérant bénéficier de la pluie ou bénéficier de protection contre la guerre, etc. Alors continuons, si vous voulez bien, à évoquer ces réformes, notamment celle qui a permis au tantrisme d'émerger. Comment ça s'est passé? Là aussi, c'est intéressant parce que finalement, cette histoire, on se rend compte que l'institution bouddhique, les monastères bouddhiques, oublient régulièrement l'idéal ascétique du bouddhisme originel et se rapprochent de la vie laïque. Donc le premier Mahayana était une critique des monastères avec le souhait de revenir à l'ascèse de forêt. Mais le Mahayana est devenu lui-même un mouvement monastique. Il est devenu lui-même un mouvement philosophique, d'intellectuel. Il y a des grandes universités comme Nalanda qui sont devenues le fief du Mahayana. Et donc il y a eu à son tour été critiqué. Et c'est ce qu'on appelle les Mahasiddhas, les grands accomplis, qui sont parfois des enseignants de ces universités qui quittent les monastères
pour partir dans la forêt et donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le tantrisme. Donc expliquez-nous en 2 mots de quoi il s'agit. En l'occurrence, c'est une critique du bouddhisme intellectuel. On retourne à une pratique ascétique dans le mode de vie, mais surtout fondée sur la pratique de la méditation. Des tantras qui sont des textes... Alors, les tantras sont des textes issus du Mahayana, dans la lignée du Mahayana du point de vue des idées, de la doctrine, mais qui sont essentiellement justement des textes de pratique que l'on fait directement de maître à disciple dans petites communautés. Mais finalement, c'est aussi ce qui va se passer avec l'école Chan de méditation. Alors effectivement, on retrouve ce mouvement-là de critique des mouvements monastiques et de retour à la pratique de la méditation dans d'autres aires géographiques. Et on peut considérer que c'est aussi à l'origine de l'école du Chan, puisque elle-même se présente comme anti-intellectuelle, prônant une transmission qui ne passe pas par les écritures, et son nom même, de zen en japonais, chan en chinois, vient du mot dhyana en sanskrit, qui veut dire la méditation. Donc c'est vraiment une école qui revendique ce retour à une vie plus érémitique, plus de solitaire, et centrée sur la méditation. Alors, on en est où aujourd'hui, Dominique Trottignon? Est-ce qu'il y a toujours des tensions entre l'ascète et bhikkhu ou pas? Alors il faut distinguer en gros l'ère indienne et l'ère chinoise. Ouais. Dans l'ère chinoise, qui couvre un petit peu aussi le Tibet, on a plutôt des ermites. Donc ce sont des moines qui s'isolent de façon temporaire, mais parfois assez longue, pour devenir des ermites, et il n'y a pas vraiment de conflit. En revanche, dans l'Asie du Sud-Est, on retrouve ce mouvement des ascètes, qui n'est pas donc celui des moines de forêt. Donc on a les moines des villes, les moines des forêts et les ascètes de forêt, mais qui sont présentés de façon extrêmement péjorative par les moines, parce qu'ils ne respectent pas justement la règle monastique. Et notamment, par exemple, en Birmanie, aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui est inspiré de ces ascètes de forêt et qui fait continuer leur lignée. Et justement, ce mysticisme qui est quand même très proche de ces ascètes de forêt, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut nous rapprocher du bouddhisme populaire, plus que finalement le bouddhisme dit intellectuel C'est sûr qu'on s'est focalisé sur le bouddhisme intellectuel, celui de la littérature monastique. Avec ces personnages très hauts en couleur, on est dans un monde qui est celui celui des miracles, celui des prodiges, celui des pouvoirs, etc., qui nous rapproche beaucoup de certaines représentations même du Bouddha, et où on voit le miracle de Sravasti, par exemple, où le Bouddha se soulève de terre, il y a des flammes qui sortent de ses épaules, etc. C'est toute une dimension du bouddhisme qu'on a ignorée pour privilégier le bouddhisme scolastique, exégétique, celui des textes. Et il y a tout ce bouddhisme-là, vraiment beaucoup plus populaire, qui manque finalement à notre approche occidentale du bouddhisme réel, on peut dire. Alors j'aimerais que l'on revienne un instant sur ces ascètes. Encore une fois, ce n'est pas uniquement le bouddhisme qui nous présente ces personnages-là. On retrouve des ascètes de toutes traditions confondues en Inde, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, le mouvement ascétique, c'est vraiment un mouvement indien. C'est même vraiment typique de l'Inde, avant même l'hindouisme et le brahmanisme. C'est tous les grands mouvements spirituels qui sont nés en Inde et qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui ont toujours privilégié ce mode de vie ascétique, de petits groupes, de solitaires, itinérants, nourris grâce à des offrandes. C'est vraiment une spécificité, c'est la spécificité peut-être de la spiritualité indienne. Très bien, je vous remercie beaucoup Dominique Trottignon. Je vous en prie. Avant de nous quitter, voici quelques livres. L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens de Walpola Rahula aux éditions du Seuil dans la collection Point Sagesse. Le Bouddha historique, l'époque, la vie et les enseignements du fondateur du bouddhisme, Dance Schumann aux éditions Sully. De Peter Harvey, le bouddhisme, enseignement, histoire, pratique, publié aux éditions du Seuil dans la collection Point Sagesse. Et enfin, le dernier numéro des cahiers bouddhiques, publié par l'Université bouddhique européenne, qui évoque entre autres le thème des ascètes de forêt. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique tous les programmes et chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.